Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on est avec Camille Morvan, CEO de GoShaba, mais je vais la laisser se présenter. Vous l'aviez déjà rencontrée il y a 3, 4 mois quand on avait fait les webinaires avec Chloé Duval sur notre livre 3 méthodes marketing pour les RH. Et on s'était donné rendez-vous pour creuser le sujet de la diversité et de son lien avec la marque employeur. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, 3 mois plus tard. Bonjour Camille, je te laisse te présenter. Bonjour Gabriel, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là de nouveau. On avait eu une super discussion la dernière fois, donc je pense que ça va être très chouette aujourd'hui aussi. Donc moi, je suis fondatrice d'une société qui s'appelle GoShaba, dont j'étais CEO la dernière fois qu'on s'est parlé. Je suis devenue chairman. Mon parcours, en fait, je suis chercheuse en neurosciences et sciences cognitives. J'ai fait donc ma recherche sur la prise de décision et les biais cognitifs. À un moment, j'ai décidé d'appliquer cette recherche au monde du recrutement. Et on a donc créé GoShaba, qui a vraiment une base scientifique pour l'évaluation des talents. Donc, on évalue les soft skills à travers des outils basés sur les sciences cognitives. L'outil est gamifié, donc ça permet, tout en ayant une évaluation précise et scientifique, d'avoir une marque employeur améliorée parce que l'expérience candidat est vraiment chouette. Et l'outil mesure en fait le potentiel réel des talents, donc candidats ou employés en mobilité interne. Voilà, bon, ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Et juste, du coup, quand je parle de biais cognitifs, de biais de diversité, c'est vraiment ancré aussi dans ma culture scientifique, où j'ai vraiment étudié le sujet des biais en profondeur, quoi. Et pourquoi cet intérêt sur la diversité? Est-ce qu'il y a un lien avec GoShaba? Est-ce que c'est plus personnel? Enfin, quel est Ouais, le fil conducteur de ton parcours? Parce que effectivement, quand on en avait parlé, tu avais un vrai sujet là-dessus. Et c'est ce ouais. qui m'a donné envie d'en parler Ouais. encore et de te réinviter. Ouais, ben c'est les deux. Donc c'est perso et GoShaba, évidemment. Alors pour moi, mon enjeu et disons que ce qui m'anime, c'est la justice sociale pour des raisons perso, parce que j'ai grandi dans un milieu hyper modeste avec une mère seule qui a vraiment galéré et qui avait un nom à connotation étrangère, qui a une tête clairement d'étrangère, et elle a vraiment galéré en fait à cause de ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai grandi dans ce contexte-là, et du coup, quand j'ai eu la chance, et c'est pas que de la chance, mais de briser un peu le plafond de verre, ce qui m'anime, moi, dans l'idée d'avoir monté une entreprise, c'est que cette entreprise, elle ait un impact social positif. Le truc, c'est qu'en plus, j'ai vraiment grandi dans une famille multiculturelle, et j'ai vu en France, de façon assez radicale, en quoi le nom, la couleur de peau, etc., influencent les opportunités auxquelles on va avoir droit. Donc moi, je me considère plutôt faisant partie des gens relativement privilégiés, parce que j'ai un nom à connotation française et que je suis blanche. Voilà. Et donc GoShaba, en fait, mes deux associés sont hyper animés aussi par cette question de justice sociale. Il se trouve qu'ils sont tous les deux non blancs. Après, ils auraient pu être blancs et être passionnés par ça aussi, hein, mais donc on a une vraie diversité au sein de GoShaba déjà, au sein des fondateurs, au sein de l'équipe, et on est convaincu que, et évidemment, je veux dire, toutes les données montrent ça, que la diversité, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le business, c'est bon pour les gens. Et pour nous, c'est vraiment une question de logique, quoi. L'entreprise devrait refléter la mosaïque de ce qui existe dans la société. Il n'y a pas de raison que la société ait des femmes, des non-blancs, des personnes handicapées, etc. Et que dans les entreprises, on retrouve que des hommes blancs à des postes de manager. J'ai rien contre les hommes blancs, évidemment, c'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est qu'il y ait de la diversité à tous les niveaux. Voilà. Est-ce que tu veux que j'explique un petit peu comment on fait ça, ou Comment on fait ça? De la diversité à tous les niveaux? de gauche à bas? Est-ce que tu veux que je présente là ce que j'avais préparé, ou est-ce que tu veux plutôt qu'on discute d'abord? Je veux bien que tu présentes ce que tu as préparé, mais je vais d'abord faire. On est en train d'essayer de rythmer et de rendre nos webinaires un peu plus rythmés. Ok. Je vais commencer par la première séquence. Alors, on n'a pas de jingle encore, mais on a une toute petite séquence qui est le sondage de la semaine, Ah oui. euh, histoire de faire le lien entre la communauté sur LinkedIn et le webinaire. Et Super. donc, je vous partage ce sondage de la semaine. Ça fera un premier sujet de discussion avant que tu nous présentes
ce que tu as préparé sur la façon de faire et des éléments sur la mesure qui sont très intéressants et sur la marque employeur. On a partagé, j'ai fait un petit sondage cette semaine avec 320 votes sur, pour vous, quel est le principal motif de discrimination. Je m'étais inspiré d'un visuel que Bertrand avait partagé. Et alors, on retrouve pas la même chose sur LinkedIn que sur le sondage partagé par Bertrand, où l'âge était surreprésenté, enfin, même si les choses sont quand même globalement équivalentes. Ici, on a une réponse sur l'origine en premier, et effectivement, moi, c'est ce que j'aurais répondu. Et puis après, l'apparence, puis l'âge, puis le genre. T'en penses quoi? Alors déjà, c'est toujours un biais, hein, les sondages, ça pose des questions qui sont particulières et qui entraînent des biais. Néanmoins, c'est toujours intéressant pour voir comment les gens réagissent et pour voir si le sujet lui-même interpelle sur LinkedIn. Ouais, ben c'est super intéressant en fait, puisqu'on va parler justement de la mesure et notamment de la mesure de la diversité. C'est intéressant parce que il y a plein de façons de mesurer la diversité, ça dépend à quoi on s'intéresse. Donc, on peut s'intéresser à la représentativité de la population dans un groupe. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes d'origine étrangère, de femmes, etc. On peut s'intéresser, par exemple, au niveau de revenus. On peut s'intéresser à la rapidité des promotions. On peut s'intéresser au taux de chômage. Donc, en fait, déjà, je trouve que ce sondage, il montre une sensibilité de ta communauté à ce sujet-là. Donc déjà, ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Après, bon, le truc sur les sujets de diversité et d'inclusion, c'est qu'on a un peu l'impression de toujours parler aux mêmes, quoi. Donc, faut éviter cet effet où il y a que les gens intéressés par la diversité et l'inclusion qui assistent au webinaire, hein. Il y a toujours ce sujet-là. Donc, en France, aujourd'hui, par exemple, on sait que donc, selon les mesures qu'on va mettre en œuvre, hein, on sait aujourd'hui que, par exemple, l'apparence physique, c'est un critère de discrimination qui est extrêmement fort. Alors, encore une fois, ça dépend de comment on mesure et de ce qu'on mesure. Globalement, il y a plein de façons de... pour moi, le sujet, c'est pas de dire ce critère-là est plus discriminant que celui-là ou celui-là est plus discriminant que celui-là. C'est plutôt de se dire, et c'est ce que fait notamment le défenseur des droits, c'est de dire qu'est-ce qu'on mesure, pourquoi on le mesure et comment on le mesure. Et en fait, aujourd'hui, sur les mesures les indicateurs par rapport à la diversité, il me semble que pour le label AFNOR, il me semble qu'il y a une centaine de critères qui peuvent être utilisés. Et donc, notamment le genre, l'âge, le handicap et l'origine. Il y a un sujet intéressant sur comment on compte la diversité, c'est que avant, il y a une croyance où on pense que c'est interdit de mesurer la diversité. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu t'es déjà dit ou que tu as déjà entendu. Ce truc en France, on n'a pas le droit de mesurer. On n'a pas le droit au sondage ethnique, non? Voilà, en fait, c'est un peu quelque part une fausse croyance. En fait, on n'a pas le droit de mesurer certaines choses. Donc oui, il y a des mesures qui sont interdites. Donc par exemple le sondage ethnique. Par contre, c'est pas parce que, alors évidemment c'est interdit pour des bonnes raisons. C'est pour éviter que ces mesures soient utilisées pour discriminer. Donc lorsqu'on veut mesurer la diversité dans un but positif, il y a des façons de le faire et notamment de faire passer des questionnaires d'auto-évaluation. Et ça c'est complètement légal. Donc on peut dire aux salariés de s'auto-évaluer. Est-ce qu'ils se considèrent comme hommes, femmes, non-binaires, etc. Est-ce qu'ils se considèrent comme d'origine française ou étrangère, etc. Ça, c'est complètement légal, par exemple. D'autre part, il y a des critères qui sont légaux. Hein. Donc, le genre, l'âge, le handicap et l'origine, c'est des critères qu'on a le droit de mesurer aussi. D'accord. Non, je savais pas. Juste une question avant que tu attaques ta présentation. Tu parlais de l'apparence. Moi, j'ai repris un élément du visuel de Bertrand, mais je comprenais pas bien. C'est quoi la discrimination autour de l'apparence? Alors, je pense que sur cette... C'est le fait d'être plus gros, plus maigre, plus grand, plus... En fait, justement, le truc en 2020, c'est selon... Alors ça, c'est une étude... donc, c'est un rapport du Défenseur des droits 2020. Et l'apparence physique, ça arrive en premier. Et en fait, je pense que l'apparence physique, ça regroupe
En réalité, ça regroupe plein de choses, à mon avis. Hein. Ça regroupe l'âge, ça regroupe effectivement éventuellement la masse corporelle. Ça reflète l'appartenance sociale aussi. Donc, je pense que c'est normal que l'apparence physique arrive en premier parce que c'est vraiment ce truc de la première impression. Et on va en parler après, hein, de les biais de recrutement et les biais d'évaluation. Comme on est tous les êtres humains ont des biais, des préjugés, etc. Une des choses qu'on fait tous et toutes, c'est qu'on juge sur l'apparence. On juge, et une fois qu'on s'est fait cette idée, comme le système cognitif fonctionne beaucoup avec l'ancrage, c'est hyper difficile une fois qu'on s'est fait une première impression de la changer, quoi. Tu vois, on n'a pas une deuxième chance de faire une première impression. Donc, je suis pas étonnée que l'apparence physique arrive en premier. Alors, ça arrivait en deuxième, c'était l'origine qui arrivait en premier sur le sondage LinkedIn. Alors, en 2020, ah oui, pardon, je parlais celui du défenseur des droits. D'accord, ok. Non, mais effectivement, moi, j'y avais pas pensé comme discrimination d'apparence, parce que ça me semblait un peu flou, mais je suis d'accord qu'on a quand même ce biais cognitif-là, et je me vois réagir sur une première impression. On peut mettre plein de choses sur l'apparence. On peut mettre les piercings, les cheveux colorés, enfin, mettre plein de trucs, quoi. Ok, super, merci pour cette intro. Je te propose qu'on attaque la présentation que tu as préparée et nos premiers sujets. Attends, en fait, ma presse a disparu là. Ma presse a disparu. Tu l'as toi ou pas? Moi, je l'ai plus là. Je l'ai plus. Est-ce que du coup... essaye de partager ton écran, c'est au-dessus. Ouais, sinon je peux l'uploader, on prend 2 secondes et... Ok. Je veux pas que ça soit très moche. Ok. C'est en train d'uploader de nouveau. Du coup, bon, moi en fait, ce qui m'intéressait de discuter aujourd'hui, c'est donc c'est quoi la diversité et l'inclusion? Je pense que les personnes auxquelles on parle sont très sensibilisées déjà aux enjeux de marque employeur, aux enjeux de diversité, aux enjeux d'inclusion. Donc, je vais pas en reparler énormément. Je vais parler de notre expérience à nous en tant qu'outil de recrutement qui permet de mesurer de manière objective. Je vous donne un petit spoiler qui va commencer à résumer un peu ma présentation, mais en gros, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui font qu'il n'y a pas assez de diversité en entreprise. Le premier élément, c'est est-ce que les entreprises ont une culture inclusive? Donc, c'est pas tout d'aller recruter des personnes qui viennent de différentes origines, différents backgrounds. Après, il faut aussi que l'entreprise ait une attitude qui soit inclusive et qui donne envie à ces personnes de venir et de rester. Donc, voilà, ça y est, la presse fonctionne. Là, tu la vois? Ouais, super. Ok. Donc, alors oui, juste parce que tout à l'heure, tu me posais la question de pourquoi Gochaba, on s'intéresse à la diversité. Donc, on considère qu'on a un rôle, Gochaba, qui est énorme dans la justice sociale parce que l'emploi, c'est la première marche vers l'inclusion. Donc, c'est pour ça qu'on pense que la diversité, c'est important. C'est parce que l'emploi, c'est quelque chose qui permet à tous et à toutes de trouver ensuite un logement, d'avoir une place dans la société, etc. Donc, l'emploi, c'est vraiment clé. Et en plus, on sait aujourd'hui, et ça, je pense que tout le monde le sait, donc je ne vais pas insister là-dessus, que les entreprises qui sont plus inclusives ont des performances supérieures, que ce soit des performances financières, des performances en termes d'innovation, etc. Et pourtant, donc ça, on le sait, aujourd'hui, on a une grande majorité de recruteurs qui sont persuadés que la diversité, c'est essentiel. Et pourtant, aujourd'hui, on a donc en France 60% de recruteurs qui reconnaissent qu'il y a une discrimination liée à l'âge. Lorsqu'on est non blanc, on a 83% de chances de moins d'avoir un entretien. Et on a 50% de chances en plus d'être au chômage lorsqu'on n'est pas diplômé. Alors, des chiffres comme ça, il y en a plein, les taux de chômage, etc. Donc, c'est quand même un peu étonnant. Et nous, une des causes qu'on voit de ce disconnect-là, de cette disconnexion, c'est que les outils classiques d'évaluation talent aujourd'hui sont hyper biaisés et discriminatoires, sont très peu précis et ils sont ni intuitifs ni inclusifs pour les talents, pour les candidates qui vont venir les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on appelle outils classiques? Pour nous, les outils classiques, c'est les CV et les outils d'évaluation, notamment de personnalité. Alors, on dit qu'ils sont biaisés. Alors, encore une fois, je m'attarde pas trop là-dessus parce que j'imagine que c'est quelque chose qui est déjà
où les personnes sont d'accord, mais avec plaisir pour en discuter s'il y a des points ou des questions là-dessus. Donc nous, on a essayé de répondre à ça. Donc, je veux pas faire la promotion uniquement de Gochaba. Donc, pour nous, la solution, c'est pas juste Gochaba, mais c'est d'évaluer les potentiels de manière juste et qui soit sans biais. Donc, alors, évaluer le potentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les entreprises, souvent aujourd'hui, utilisent, par exemple, des études de cas, des entretiens qui vont tester la personnalité, des choses comme ça. Il se trouve que énormément de ces outils-là restent imprécis parce qu'ils sont assez subjectifs et souvent ils dépendent de déclaration de la personne. Donc en fait, une personne qui sait bien se vendre va être plus à même de briller pendant un entretien qu'une personne qui sait pas trop se vendre. Et en particulier, donc nous on pense qu'il faut évaluer le potentiel de manière objective et non subjective. Et en particulier aujourd'hui, on sait que les soft skills sont extrêmement importants dans le recrutement. Donc nous, on a vraiment fait un gros focus sur les soft skills. Juste un petit rappel très rapide sur la différence entre diversité et inclusion. Pour nous, donc la diversité, c'est tout ce qui est données statiques sociodémographiques. Donc tu mesures combien il y a de femmes, combien il y a de personnes en situation de handicap, etc. Mais ce sont juste des données. C'est pas une action en soi. La diversité, c'est juste un chiffre. Par contre, ce qui devient une action, c'est l'inclusion. C'est la posture que prend l'entreprise pour respecter et valoriser les singularités. Et ce qu'on remarque, je voulais en parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui travaillent en recrutement et en évaluation de talent, c'est qu'on est en train de faire une transition où avant, on donnait plus d'importance à la diversité, et là, on est en train de comprendre que l'inclusion est extrêmement importante. Et je voulais juste aussi préciser que c'est quelque chose, nous, on l'a vu chez nos clients, c'est une tendance, le fait de mettre en avant la diversité et l'inclusion, ça a été amplifié par le Covid, par la crise du Covid, parce que c'est une crise qui a montré qu'il y avait plein de façons de travailler aussi. Donc, dans la diversité, il n'y a pas juste les données sociodémographiques, il y a aussi les façons de travailler, les façons de raisonner qui sont importantes à prendre en compte aussi. Attends, deux secondes un peu là-dessus. Alors, je suis d'accord avec toi, la diversité, sous réserve de ce qu'on disait sur les sondages et sur la mesure, elle est mesurable, elle est sociodémographique, on peut mesurer un certain nombre de choses. Comment tu mesures l'inclusion ou pas, ou comment tu adoptes ces postures-là? Et c'est quoi comme type de posture qui correspondent à l'inclusion? Ouais, c'est des super questions évidemment. Alors, comment on mesure l'inclusion? Comme l'inclusion justement, c'est une action, c'est une posture, c'est quelque chose de dynamique que l'entreprise va mettre en place. Pour nous, il nous semble qu'une des mesures les plus faciles à mettre en place, c'est la notion de perception. C'est est-ce que les personnes se sentent donc ça, encore une fois, c'est légal et tu as le droit de le faire passer. Tu fais passer un sondage anonyme dans ton entreprise pour demander à chacun, à chacune, est-ce que vous vous sentez respecté, valorisé? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez vous exprimer librement dans l'entreprise, etc., etc. Et puisque justement l'inclusion, c'est une posture, donc c'est dynamique, c'est important que ces mesures, elles soient incluses dans une espèce de dans une mesure régulière et itérative de comment les personnes se sentent dans mon entreprise. Et c'est là où ça rejoint justement la marque employeur, parce qu'en fait, en réalité, la marque employeur, c'est évidemment aussi éminemment dynamique. Tu es tout le temps en train de travailler ta marque employeur, tu mets en place une vision, et tu le sais mieux que moi, et tu as plein de super idées là-dessus, mais c'est quelque chose de dynamique et d'itératif. L'inclusion aussi. D'accord. Donc c'est la façon de le mesurer, c'est plus par le ressenti des collaborateurs. En fait. Ouais, pour moi, c'est C'était la pas sur mesure des critères. Ouais, ok. Après, évidemment, tu peux te dire que s'il y a de la diversité en entreprise et que que le turnover n'est pas différent entre les différentes populations, a priori, c'est que tu es une entreprise inclusive. Tu peux aussi le dériver à partir de mesures de la diversité. D'accord. Et justement, ça, c'est un truc que je trouvais intéressant à souligner aujourd'hui aussi pour un peu situer où est-ce que nous, on se positionne dans ce combat-là pour l'inclusion. C'est qu'en fait, la diversité et l'inclusion, dans les bénéfices, pour moi, il y a vraiment deux familles différentes de bénéfices. Il y a une famille de bénéfices qui est factuelle, qui est liée au fait même que si tu as plus de diversité dans ton entreprise,
tu vas avoir d'une part un pool de candidats et de candidates, un pool de talents qui va être plus large, parce que au lieu de te restreindre aux 50 écoles top des classements, tu vas ouvrir aux facs, aux personnes qui n'ont pas de diplôme, etc. Donc, tu vas avoir un pool qui est plus large. Tu vas être plus représentatif. Donc, ça, c'est notamment vrai pour les marques en B2C. C'est que tu vas être plus représentatif de ton socle, de ta base de consommateurs ou de ta base de clients. Et le troisième truc qui est factuel, c'est que plus on a de diversité, plus on est créatif, innovant et performant. Donc ça, c'est plus tu as de diversité, plus ces bénéfices-là vont pouvoir émerger. Il y a un deuxième aspect qui, je trouve, rejoint ce que tu fais, qui est une question d'image. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la diversité, mais en réalité, c'est aussi important de communiquer dessus. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va attirer des talents, et c'est là où ça rejoint la marque employeur. Et c'est ça qui va renforcer l'engagement des collaborateurs, des collaboratrices. Alors oui, je vais être plus engagée si je me sens respectée de fait dans l'entreprise, mais je vais aussi me sentir d'autant plus engagée si mon entreprise me parle de ce qu'elle fait pour la diversité et pour l'inclusion. Donc je trouve qu'il est aussi important de communiquer que d'agir, et j'avais envie de dire ça pour un peu dire communiquer, il y a 1 minute 30, et agir, il y a notamment des outils comme Gochaba, il y en a plein d'autres. Voilà, mais j'avais envie un peu de faire ce distinguo, de dire les deux sont importants, quoi. Alors, pour agir, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Donc aujourd'hui, je parlais des méthodes d'évaluation de talent qui sont hyper biaisées. Donc aujourd'hui, on sait que par exemple, les tests de personnalité prédisent très faiblement la performance au travail. Donc encore une fois, avec plaisir pour en discuter après s'il y a des personnes qui souhaitent réagir là-dessus. Les tests de personnalité, c'est bien pour plein de choses, mais c'est pas bien pour décider qui on recrute et qui on recrute pas, ou qui on promeut. En revanche, ce qui marche extrêmement bien, c'est les tests cognitifs. Donc les tests cognitifs, c'est ce qu'on fait nous. Alors, les tests cognitifs, le principe, contrairement aux tests de personnalité, c'est qu'on se base sur les 30 dernières années, 40 dernières années de recherche en sciences cognitives, où on va aller chercher des protocoles scientifiques validés qui permettent de mesurer des traits cognitifs. Chez Gochaba, on les a adaptés sous forme de jeux courts. Alors, pourquoi on les a adaptés sous forme de jeux? C'est parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir de l'objectivité dans la mesure, mais ça reste très important que l'entreprise montre une bonne image d'elle-même aux candidats, aux candidates. Et l'avantage du jeu, c'est que d'une part, les gens s'amusent en faisant les évaluations, mais c'est aussi quelque chose de très inclusif, le jeu. Le jeu, c'est un langage universel, ça fait moins peur, donc ça va de fait attirer des talents aussi, parce que c'est une forme d'évaluation qui est plus inclusive. Les gens ont l'habitude de ça. Voilà, donc là, après, je parle un petit peu de notre techno. Je t'interromps 2 secondes. Oui. Oui. Je veux bien revenir sur la différence entre les tests de personnalité et les tests cognitifs. Moi, je trouve que c'est intéressant que tu nous précises bien la différence. Et tests de personnalité, je pense que tu penses à des trucs comme les disques, ce genre de choses. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Et l'autre point, c'est Isabelle Marras qui nous fait un parallèle entre la France et l'Allemagne dans le chat qui est assez intéressant. Avec, elle a fait 2 posts pour parler de cette différence, mais en disant qu'en France, on a un regard assez lisse sur l'apparence, avec une dimension assez élitiste liée au charisme. Et qu'on peut réussir quand on a du charisme et on peut moins réussir quand on n'en a pas. Alors déjà, c'est dans quelle catégorie rentre le charisme? Est-ce que c'est la personnalité ou le cognitif? Et en quoi ces aspects un peu élitistes français sont pertinents ou pas? Isabelle a l'air de dire qu'en Allemagne, cette dimension charisme ou apparence, classe est moins importante. Oui, voilà, c'est marrant, je suis assez d'accord. Alors moi, je connais pas très bien l'Allemagne, mais j'ai travaillé longtemps aux États-Unis, et j'ai remarqué ça aussi. Je pense que c'est une différence entre les pays latins et les pays anglo-saxons. Je pense que dans les pays latins, on a quand même une culture, je sais pas pourquoi, effectivement, de l'apparence. Les rôles de genre sont aussi assez différents dans les pays latins et dans les pays anglo-saxons. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de questions de séduction et d'émotionnel dans le travail dans les pays latins que dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, le rapport professionnel, je dis pas du tout que les États-Unis c'est parfait, hein, c'est pas ça que je dis, mais sur cet aspect-là émotionnel, aux États-Unis, il y a un truc assez rationnel, c'est que l'échange entre le travailleur et l'entreprise est transactionnel. Donc
je donne de mon temps, l'entreprise me donne de l'argent, un statut, etc. Ça s'arrête là. Pas toujours, mais bon, un peu plus que dans les pays latins. Dans les pays latins, il y a beaucoup plus ce truc d'implication émotionnelle, de lien avec les managers, avec les collègues, etc., qui pour moi est un peu relié à cette question de l'apparence. Je vois qu'il y a plein de choses super intéressantes dans le chat. Alors, je veux pas me laisser distraire, donc je te laisse, Gabriel. Ouais, je repère quand il y a des super intéressant. Merci pour cette réponse à Isabelle, ou retour par rapport à ce que disait Isabelle, et donc différence entre personnalité et test cognitif. Qu'est-ce que Ouais, alors pour moi, c'est pas clair. Ouais, je comprends. Évidemment, c'est pas forcément trivial. Donc, pour moi, alors déjà, la première chose, c'est que les tests de personnalité, ça fait longtemps qu'on en entend parler, qu'on en a tous fait, qu'on en a tous vu. Donc, on est plus habitué. Et les tests cognitifs, c'est beaucoup plus récent. Moi, j'ai monté GoShaba il y a 7 ans. Jusqu'à, si tu veux, c'est pas que personne faisait des tests cognitifs avant que j'arrive, mais globalement, il y a beaucoup de choses qui s'appelaient évaluation cognitive, qui en fait étaient basées sur de la psychologie, mais ça évaluait des traits liés à l'intelligence, pour dire rapidement. Donc pour moi, la grosse différence entre les tests de personnalité et les tests cognitifs, c'est que les tests de personnalité, souvent, sont déclaratifs, donc tu vas répondre à des questions sur toi-même, et ils vont mesurer quelque chose de relativement global sur la personne. Donc, par exemple, est-ce que tu es, si on prend par exemple le Big Five, il y a est-ce que tu es ouvert ou pas aux expériences? Est-ce que tu es consciencieux ou consciencieuse? Est-ce que tu es extraverti? Donc, c'est des choses relativement larges qui sont intéressantes à comprendre sur la personne. Mais si on prend par exemple l'extraversion, moi, de savoir si une candidate ou un candidat est extraverti, ça me dit absolument rien sur la capacité de cette personne à faire son job. Pourquoi? Parce que, par exemple, un commercial ou une commerciale va faire son job différemment si il ou elle est extraverti ou introverti. Je vais les manager différemment. Mais ça ne veut pas dire que les performances vont dépendre de ça. Donc, voilà. Pour moi, les tests de personnalité, c'est déclaratif et c'est très global. Ça prend en compte beaucoup d'aspects de la personne. Là où les tests cognitifs sont pas déclaratifs, donc ça, je vais montrer quelques exemples tels qu'on les fait nous. Un jeu cognitif, en fait, c'est comme une mise en situation. Donc, tu réponds pas à quelque chose sur toi. On te met dans une situation qui va nous permettre de mesurer quelque chose sur tes performances. Et la deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus ciblé. Donc, avec des tests cognitifs, tu vas pouvoir aller mesurer les compétences clés qui prédisent la réussite dans un job. Tu vas pas aller tout mesurer. Tu vois, tu vas juste mesurer la capacité de planification, la capacité d'empathie. Donc nous, ce qu'on a fait, je montrerai des exemples après, c'est qu'on est allé chercher quels étaient les 10 traits cognitifs clés qui prédisent le succès dans un poste. Donc j'ai quelques références là scientifiques sur la précision. Là, le 22%, ça vient d'un article, notamment d'un article Harvard Business Review, d'un chercheur qui fait plein d'analyses là-dessus. Il y a Daniel Beau que je salue parce qu'il était à ta place il y a quelques semaines, qui nous parle et qui m'avait présenté d'ailleurs ce test de la couleur et de la singularité. Je sais pas si tu le connais. Pour toi, c'est de la. Il y a le lien en chat patrickmathieu.net singularité. Okay. Je vais regarder parce que j'en connais un avec couleur et singularité, mais je sais pas si c'est le même. Ouais, ok. Et j'aime bien Daniel, donc avec les souverains magiques, souverains juristes, producteurs et inventeurs, guerrier cosmique, guerrier humain, producteur séducteur. Est-ce que ça, on est sur... C'est un super exemple. Ouais. C'est un super exemple. Ça, pour moi, ce type de test, il est c'est des tests qui sont hyper importants dans la composition d'équipe et dans le management. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur... tu peux pas savoir quand une personne est extravertie si elle va être une bonne commerciale ou pas. Par contre, tu vas savoir que si elle est extravertie, elle va travailler d'une certaine façon. Et pour moi, c'est exactement ce à quoi sert ce type de test-là, des singularités, qui pour moi est très important dans comment tu fluidifies les relations d'équipe, comment tu t'adresses à ton boss ou à tes employés, comment tu composes une équipe pour qu'il y ait des complémentarités. Donc là, ce type de test, pour moi, est vraiment important là. Par contre, tu peux pas, à mon avis, à partir d'un test comme ça, prédire
si est-ce que c'est le magicien ou si je ressors ou je sais plus l'explorateur par exemple, je sais plus comment il s'appelle, qui va être un meilleur commercial que tel autre profil. D'accord, d'accord. Pour moi, c'est des usages différents, quoi. Il faut pas oublier aussi que dans le recrutement, on est sur une phase avec un énorme enjeu qui est que si tu réussis, tu as un boulot et tu as de l'argent, et si tu rates, t'en as pas. Donc on peut pas trop, enfin, à mon avis, c'est pas une bonne idée de se reposer sur, encore une fois, sur des questionnaires déclaratifs. Et je pense que ça, c'est un questionnaire déclaratif. Je connais pas le détail, mais je pense que oui. Est-ce que je passe à la D'accord. suite ou est-ce qu'on a d'autres points du Vas-y. chat? Ouais, ok. Si juste une petite remarque de Loïc précédemment, mais parce que tu viens de le dire sur l'aspect avoir un job, c'est quand même avoir des sous. Loïc à un moment a fait le lien avec le revenu de base et le fait que il y a des gens, et en particulier issus de la diversité, qui sont obligés de prendre des jobs qui sont bullshit jobs ou jobs difficiles, etc. Est-ce que ça te fait réagir d'une certaine façon? Est-ce que par rapport à notre sujet, ça relève quelque chose sur le fait qu'on se retrouve finalement que dans certains jobs plus Évidemment élitistes, pas on ait du moins tout. de diversité, et dans les jobs par nature beaucoup plus dégradés, on en est Exactement. beaucoup. Ouais, c'est ça. En fait, le piège, c'est qui est un piège à un niveau global, hein, un niveau, enfin, aussi au niveau de chaque entreprise, mais à un niveau social, niveau de sociétal, pardon. C'est que, effectivement, c'est qu'il y a de la diversité que dans les jobs pourris, quoi. Et donc, nous, ça fait partie de ce qu'on essaye de contrôler, c'est-à-dire qu'on essaye dans nos clients, je donne un exemple, hein, on a Accenture par exemple comme client qui fait tous ses recrutements de consultants à travers Gochaba. Donc, ce que ça permet de faire, et on a des témoignages précis de ça, c'est que des personnes qui ne se seraient jamais autorisées à candidater chez Accenture parce que venant d'une banlieue mal perçue ou avec un nom non français, etc., candidatent chez Accenture, sont recrutés chez Accenture, deviennent consultants. Alors, je dis pas qu'être consultant, c'est la panacée, c'est le rêve de tout le monde, mais en tout cas, on n'est pas en train de dire qu'on va rajouter de la diversité dans des jobs mal payés et mal considérés, quoi. Et voilà, après, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Loïc. Et c'est pas le point de vue le plus répandu dans le milieu des startups, hein, que le revenu universel serait une bonne idée. Ouais, ok. Alors, hop. Je te laisse avancer. Il Ouais, y aura j'avance un encore une petit question. peu. Ouais, il y aura une question de Loïc sur laquelle je reviendrai, mais je pense qu'il faut que tu avances un peu plus pour que la Ouais, question de j'avance un Loïc. petit peu. Je vous montre juste le concept de soft skills. Donc, moi, ce que je dis, c'est que pour avoir de la diversité, il faut recruter de manière objective, enfin avoir des mesures objectives qui prédisent si les personnes vont être bonnes dans leur job. On mesure les soft skills. Comment on les mesure, nous, je vais vous le montrer, mais voilà ce qu'on mesure. Parce que soft skills, ça peut vouloir tout et rien dire. Potentiel, ça peut vouloir tout et rien dire. Nous, on a fait un modèle de soft skills qui est basé sur la littérature scientifique, qui en fait regroupe les 3 axes de soft skills qui sont clés pour mesurer pour prédire la performance au travail. C'est toute la famille perception et attention, la famille émotion et interaction sociale, et la famille raisonnement et décision. Alors, c'est vachement important, cette sélection qu'on a faite, parce que justement, un de nos objectifs, c'est de mesurer que ce qui est pertinent. Et le fait de mesurer que ce qui est pertinent, ça permet d'avoir de la diversité, parce qu'on met pas de contraintes sur le reste. Donc ça, c'est notre modèle. Et je voulais vous montrer Alors, je voulais vous montrer quelques exemples de jeux pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, pardon. Alors, voilà. Alors, voilà, ça c'est une expérience candidat sur un parcours. Donc, par exemple, j'ai candidaté chez McDonald's pour être manager. Je vais cliquer sur le lien de candidature et ça va m'amener sur mon téléphone portable à travers une série de jeux avec à chaque fois des encouragements, des points, des éléments de gamification. Tout à l'heure, je disais qu'une des raisons pour lesquelles on recrute mal et de manière biaisée, c'est parce que les outils de recrutement ne sont pas inclusifs. Et là, nous, on a vraiment cette idée d'avoir un outil de recrutement qui est inclusif, dans laquelle tout le monde se retrouve.
Une question qu'on a souvent, c'est oui, enfin, c'est inclusif pour les jeunes, mais pour les moins jeunes, c'est pas top. Et en fait, ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a la moitié des personnes de 50 ans qui jouent aux jeux vidéo tous les jours, parce qu'en réalité, un jeu vidéo, c'est pas un shoot 'em up sur un méga écran à la maison. Un jeu vidéo, c'est un Candy Crush sur le téléphone, quoi. Donc voilà, l'idée de passer par des mini-jeux, c'est inclusif et ça fait moins peur en fait. Et puis voilà, puis après là j'ai les jeux, j'ai un petit détail des jeux si ça intéresse les personnes. Mais moi je peux m'arrêter là pour la presse et puis comme ça on prend les questions. Ouais, tout à fait. Justement, celle de Loïc qui dit, n'y a-t-il pas un risque de normalisation au sens où ces 10 critères donnent les meilleurs candidats en théorie seulement? Ça semble Ouais. même contraire à la diversité. Alors ça c'est un point intéressant. En fait, quand on recrute, donc le risque de normalisation, il existe parce que c'est du recrutement. Donc en réalité, comment dire, aujourd'hui, je vais prendre un exemple hyper caricatural. Aujourd'hui, une entreprise qui recrute sur CV et qui ne veut que des personnes qui sont allées chez HEC, il va y avoir une normalisation du fait que les personnes qui vont chez HEC viennent d'un milieu social donné, ont eu la chance de faire des études, ont une certaine façon de raisonner, de penser, etc. Donc là, on est sur une normalisation un peu maximale. Lorsqu'on relâche les critères et qu'on dit bon bah je vais pas recruter que des personnes qui viennent de HEC, je vais recruter aussi des personnes qui ont fait l'université, je vais recruter aussi des personnes qui n'ont pas fait d'études, etc. C'est pas qu'on normalise pas, mais c'est qu'on normalise moins. On relâche les critères, donc on élargit le pool de personnes qui va pouvoir arriver jusqu'à l'entretien. Donc oui, un recrutement ça normalise toujours, mais l'idée c'est est-ce que tu normalises sur un tout petit groupe de personnes ou est-ce que tu normalises sur un groupe de personnes large et diversifié? Et avec Gochaba, le pool est beaucoup plus large et diversifié qu'avec le CV. Voilà, j'espère, Loïc, ou vous nous dites sur le chat si ça, ou les autres personnes aussi. Donc en gros, ce que je disais, Gabriel, c'est que en fait, dans le recrutement, tu normalises forcément parce que tu cherches une personne qui fit dans un poste. Mais ce que je disais, c'est que si tu normalises à fond, tu vas prendre que des HEC. Et si tu normalises moins, tu vas pouvoir prendre des personnes qui n'ont pas fait d'études, etc., etc. Et c'est là que les traits cognitifs de Gochaba entrent en compte, parce que il y a autant de chances qu'une personne qui a fait HEC ait des bons scores sur Gochaba qu'une personne qui n'a pas fait d'études. Il y a pas de corrélation avec le niveau d'études, il n'y a pas de corrélation avec le milieu social, la couleur de peau, le genre, etc. Ce qui n'est pas le cas d'HEC. HEC, il y a une corrélation forte. Il y a autant de chances sur tous les aspects? Parce que, oui. pour le coup, là-dessus, tu as fait des grandes études, moi aussi, et un certain nombre de personnes dans le chat aussi. Ça voudrait dire que les études qu'on fait ne servent à rien par rapport aux traits cognitifs, ce qui est surprenant aussi dans l'autre sens. Alors, tu sais qu'il y a une étude intéressante qui avait été faite avec les étudiants d'Harvard. Donc, ils ont fait une étude où ils ont pris dans les personnes qui ont été acceptées à Harvard. Il y en a une partie qui va à Harvard, une partie qui fait autre chose. Ils ont pris les gens qui font autre chose, donc qui font pas d'études. Ils étaient acceptés, ils sont pas allés à Harvard, ils sont allés dans aucune fac. Leur taux de succès, c'est le même que les gens qui sont allés à Harvard. Donc, on est sur un groupe particulier qui est déjà, du coup, qui est allé à minima à l'école, au lycée, etc. Mais moi, je dis pas que les études servent à rien. Je pense que les études, ça sert à quelque chose et c'est top. Mais en termes de compétences cognitives, aujourd'hui, alors, bon, c'est évidemment faire des espèces de déclarations radicales, c'est forcément une approximation. Mais par exemple, parmi les jeux qu'on a, on a un jeu qui va mesurer la capacité de mémorisation. La capacité de mémorisation, c'est pas un truc que tu bosses nécessairement à l'école. Tu peux le bosser de plein de façons. Parce qu'en fait, les gens qui sont pas allés à l'école ou qui sont pas allés à la fac, ben, ils ont fait autre chose. Donc, nous, on a appris des choses super à la fac parce qu'on est allé à la fac, mais en fait, on aurait fait autre chose. Tu vois, peut-être que moi, j'aurais, je sais pas quoi, monté une boîte de tourisme en Afrique et j'aurais appris 1000 choses à travers ça aussi. Donc, encore une fois, moi, je suis pour une éducation libre, gratuite et facile d'accès. Hein, et je pense que c'est vraiment important. Mais tu peux apprendre plein de choses ailleurs qu'à la fac. Et si on prend l'exemple, nous, un truc qui nous tient à cœur aussi, c'est de se dire que des personnes qui sont pas à l'aise à l'écrit ou qui sont pas à l'aise en français vont pouvoir, si le métier le permet, parce que tous les jobs ne le permettent pas, mais si le métier le permet, ils vont pouvoir accéder jusqu'au niveau de l'entretien.
parce qu'il n'y a pas la barrière d'écrire un CV proprement, de répondre à des tests de maths auxquels je ne peux pas répondre parce que je ne comprends pas les questions, tu vois. Ouais. Ouais, bah, c'est quand même vachement déroutant ce que tu dis sur les études et enfin, sur la décorrélation entre études et capacités cognitives. Je trouve ça quand même hyper. Enfin, c'est ce que tu disais. Moi, je suis quand même un partisan de l'école. Je suis un partisan des études, de la non-discrimination dans les études. Et effectivement, les grandes écoles sont extrêmement non diversifiées. Enfin, c'est encore très élitiste, très blanc. Alors, il y a peut-être pas le critère de l'apparence, mais il y a vraiment le critère social qui est très apparent. Et si on dit que pour être bon dans un job, le fait d'avoir fait des études ou pas a peu d'influence, c'est quand même très déstabilisant. Bah, en fait, parce que je pense qu'il y a différents niveaux. C'est-à-dire que la raison pour laquelle c'est important d'avoir un système scolaire qui fonctionne bien, c'est pour éviter que tu aies des personnes jeunes qui soient livrées à eux-mêmes et qui fassent n'importe quoi. Enfin, c'est une des raisons, hein. Il y a plein de raisons, mais c'est une des raisons. Donc là, si tu veux, l'exemple que j'ai donné là sur les personnes qui étaient acceptées à Harvard, c'est que on se doute bien que les personnes qui ont décidé de ne pas aller à Harvard, ils sont pas allés pour autant, tu vois, je sais pas, dormir dans un caniveau pendant 4 ans, quoi. Donc il y a dans l'éducation, il y a quelque chose. Les capacités cognitives, elles se développent dans les premières années de vie. Donc, un enfant qui va être emmailloté et mis dans le noir dans un placard, il va pas développer de capacités cognitives. Donc, l'éducation est hyper importante. Le fait d'être stimulé intellectuellement, d'avoir des expériences, de lire des bouquins, de s'inspirer, d'échanger, tout ça, c'est vachement important. Et une des façons d'apporter ça aux enfants, c'est l'école. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien, l'école, c'est super, mais c'est les capacités cognitives, c'est celles qui te permettent d'aller à l'école, c'est celles qui te permettent d'apprendre. Tu les développes pas en allant à l'école, en fait. Bon, tu développes plein d'autres choses, hein. Tu développes plein d'autres choses. Excusez-moi, c'est les vacances, donc il y a plus de monde à la maison. Je suis désolée si mon point de vue paraît un peu radical. J'essaie de prendre un peu, enfin, c'est un peu caricatural parce que je prends un petit peu le contre-pied pour montrer des choses qui sont originales. Et c'est toujours un petit peu difficile d'être dans la modération quand tu essaies de mettre en lumière quelque chose qui est surprenant. Mais j'espère que les personnes comprennent. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien l'école, l'éducation ou la fac. Je pense que c'est vraiment super. Mais c'est aussi super de donner la chance à quelqu'un qui n'est pas allé à la fac. C'est aussi super de donner la chance à des personnes qui arrivent en France à 18 ans et puis qui commencent à bosser tout de suite. Tu vois, c'est aussi important que ces personnes-là, elles accèdent et elles peuvent être plus méritantes que quelqu'un qui allait à la fac ou Ouais. dans une grande école, quoi. Et ça voudrait dire que au-delà des examens qu'on a à l'école qui nous font progresser, le brevet, le bac, et puis les examens de fin de première année, de fin de deuxième année, etc. Est-ce que il y aurait moyen de rattraper des gens ou de les faire entrer sur la base de tests cognitifs? Ouais, tout à fait. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça. Donc, oui. Alors, c'est un truc qu'on a fait avec certaines universités, dont l'université de Bretagne. On peut utiliser Goshaba comme une sélection d'entrée à la fac ou dans une école particulière. Ce que je voulais dire juste par rapport aussi au rôle de l'éducation est quelque chose d'assez intéressant. C'est que là aussi, l'angle radical que j'ai pris dans cette discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que je dis que ce qui est important dans le recrutement, ce sont les soft skills. Et 92% des recruteurs pensent que c'est ça qui est prioritaire. Après, si on prend en compte les hard skills, alors la fac est importante. Parce que si tu as besoin de recruter un comptable et qu'il faut que le comptable il ait des bases de comptabilité, on s'en fout des. Enfin, tu vois, les tests cognitifs, c'est bien, mais il va falloir rajouter un test de hard skills. Donc là, l'enseignement va être important. Après, ma vision de l'enseignement, c'est que idéalement, ça serait pas un truc qui produit des travailleurs, mais ça serait quelque chose qui produit des citoyens. Mais après, ça, c'est encore un autre sujet. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, tu vas aussi à la fac pour apprendre éventuellement à travailler, pour apprendre des hard skills.
Et ça c'est indépendamment des soft skills, indépendamment des tests cognitifs. On a une question, un retour de Sylvain que je salue et avec qui on a déjà pas mal échangé et qui nous suit régulièrement, qui est en situation de handicap et qui fait part de son expérience où en banque il n'a pas eu le droit d'évoluer au même titre que ses collègues parce que son management considérait qu'il ne pouvait pas être dans le réseau parce que les clients n'étaient pas prêts. Ouais, non mais ça c'est vraiment c'est insupportable quoi. C'est insupportable qu'il y ait que le enfin dans le sens où en fait et c'est là où les biais cognitifs entrent vachement en jeu, c'est que alors là c'est donc par exemple les managers qui décident ah bah non, c'est pas possible, les clients sont pas prêts. En fait, ils en savent pas plus que par exemple que Sylvain, voire moins. Et sur ce sujet-là en particulier, parce que pour le coup, je pense, je sais pas, je pense que Sylvain peut être à même de dire, bah moi, voilà comment je me sens et comment les gens me regardent et comment ils me perçoivent. Je peux proposer d'être par exemple en relation avec les clients parce que je sens que c'est bon, que ça va le faire. Et puis de toute façon, si ça le fait pas, on pourra toujours revenir en arrière. Le fait de dire comme ça de but en blanc, les clients sont pas prêts. En fait, pour moi, ça sort de nulle part, ça. Il n'y a pas de, il y a pas de preuve de ça. Et tout à l'heure, je parlais d'un truc qui est important, c'est la représentativité. C'est dans quelle mesure l'entreprise est représentative de ses clients. Ben là, en l'occurrence, il y a peut-être des clients qui auraient justement préféré voir Sylvain que quelqu'un d'autre, peut-être parce qu'ils vont se sentir plus à l'aise. Donc voilà. Je pense que et donc c'est là où les critères objectifs sont intéressants parce que si on prend des critères objectifs d'évaluation, Sylvain ou n'importe qui d'autre, on regarde où ils en sont et on se dit ah bah là manifestement tel rôle conviendrait bien. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bon bah on fait l'essai et puis on voit ce que ça donne quoi. Et on arrête de se baser sur des critères qui n'ont rien à voir avec avec la performance dans le travail. Une question. Moi, je proposais à Sylvain de venir nous rejoindre aussi s'il veut partager son retour en vidéo, si c'est possible. Et puis, une question pour une boîte comme 1 minute 30. Est-ce que Gochaba, les tests cognitifs, ils sont dispo en ligne ou s'ils faisaient plus du on-premise? Enfin, comment ça fonctionne si on a envie de se dire, testons. Ouais, même si, pour le coup, Anna peut en témoigner, l'équipe, je pense qu'on est relativement ouvert en termes de diversité. Mais comment on peut utiliser ça de façon facile, y compris pour les petites boîtes, quoi. Parce que tu nous as parlé d'Accenture. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que ça soulève aussi juste une autre question par rapport à ce que tu disais sur le fait que vous êtes OK en termes de diversité. C'est un point que je voulais aussi souligner, c'est que nous, dans notre approche, notre idée, c'est que la diversité découle de la compétence et du potentiel. Donc, tu vois, ça contrecarre un peu les idées reçues, par exemple, sur les quotas. On dit ah bah quand il y a des quotas, du coup, ça veut dire que une femme incompétente va être recrutée parce que les quotas. Ben bon, alors déjà, bon ça c'est un vrai sujet en soi et moi je suis pas d'accord avec ça. Mais surtout, si tu utilises un outil comme Gochaba, tu remplis tes quotas si tu dois remplir tes quotas, mais tu le fais à partir de données objectives. Donc oui, pour nous, l'objectif, c'est la diversité parce que le travail, c'est une façon, c'est un accès à l'inclusion. Mais ce que je trouve, ce qui était important pour nous dans cet équilibre, c'était de dire aux recruteurs, ce qu'on vous permet de faire, c'est de recruter la bonne personne. Et il se trouve que vous allez découvrir qu'en fait, quand on recrute les bonnes personnes, de fait, il y a de la diversité. Donc, tu vois, donc c'est pas, on se force à aller recruter plein de gens divers et différents à tout prix. C'est pas ça. Ce contre quoi, moi, j'ai pas forcément quelque chose j'ai rien contre, mais c'est pas ça qu'on fait non plus, quoi. Et après sur la question de avec qui on travaille, donc on est plutôt pour l'instant effectivement grand compte parce qu'on a énormément de R&D. En fait, on fait vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de développement, beaucoup de tests. Donc du coup le ticket d'entrée reste un peu cher aujourd'hui. Et notre objectif c'est de sortir une version justement PME courant 2022. Donc on travaille là-dessus. On travaille sur comment on peut, voilà, par rapport à notre business model, s'assurer de continuer à servir un maximum de personnes en fait.
Donc ça Il n'y a va pas venir. moyen d'aller en ligne sur un site et dire j'aimerais te faire passer à quelqu'un tel test ou configurer un test qui me correspond parce que moi j'ai besoin de tel et tel soft skills Non, alors typiquement pour nos on chefs l'a de pas projet encore. On l'a et pas encore ça. derrière le faire passer sur le site de Gochaba plutôt que sur le site d'une minute 30 quoi. On l'a pas encore, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Après, pour tester l'outil, il y a certains liens qui sont. On avait fait des opérations, donc il y a des liens qui sont dispo sur LinkedIn. Par ailleurs, moi, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ou je pourrais te partager un lien de démo que les personnes peuvent tester. Et et après, oui, à terme, on va s'assurer d'avoir des outils qui permettent aux personnes de se tester. Le truc juste, c'est qu'on veut pas mettre nos jeux à dispo de tout le monde, tout le temps, partout, parce que il y a un enjeu de propriété intellectuelle et il y a un enjeu de, faut pas que les gens s'habituent non plus à jouer, quoi. Faut pas faire le jeu 25 fois avant de le faire pour de vrai pour le recruteur. Ouais. Hmm. Oui. Et sinon tu réintroduis du biais. Ouais, c'est Non, ça. c'est donc pas du SaaS en self-service, Pas encore, non. On Loïc. n'a On est pas. effectivement Ouais. sur un outil plus pour grand compte, un peu sur mesure ou adapté avec une part de R&D propre à chaque client. Ouais, c'est ça. Il y a encore beaucoup de R&D, ce qui fait qu'on peut pas encore le rendre complètement accessible de manière gratuite et libre. Ah, il y a Sylvain Bonjour qui nous Sylvain. rejoint. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez bien? Oui. Ouais, on t'entend parfaitement. Alors attends, je vais juste au niveau du son, je sais pas. C'est parfait. Ouais, moi je vous entends pas très bien. C'est peut-être Il nous. y a un moins bon son, comment dire, quand on participe plutôt que quand on regarde. C'est étrange. Là, je peux rien te dire. Nous, on t'entend vraiment bien. D'accord. Tu, tu Attends, si voulais c'est ça. nous... Ouais, On n'a en plus fait, que ouais, 7 minutes sur le webinaire. Donc, si tu voulais nous ouais, partager non. ton expérience, nous, on t'entend. Ouais. Donc, en fait, je voulais dire effectivement que moi, au Crédit Agricole, ben, on m'avait recruté en mettant en avant la mise en place de la politique handicap et que bah, c'était tout nouveau et qu'on était très content de m'avoir accueilli. Mais par contre, quand il a s'agit d'évoluer, Ah, zut. Ah, Oui, t'es de retour. Sylvain? on m'a fait Sylvain? comprendre. Ouais, Allô? Oui? ouais. T'as été coupé brièvement, mais là, on te Ah, entend. Ah, zut. c'est bizarre. Dans la salle, il y a Isabelle qui nous demande, Isabelle qui était en Allemagne, travaillez-vous en Europe et à l'international en anglais avec des tests évidemment adaptés au plan interculturel? Oui, alors on a déjà travaillé effectivement avec donc l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, Philippines, Inde et Mexique. Donc on a voilà, en tout cas l'allemand et l'anglais, pas de problème. Et sur les différences culturelles, en réalité, pour l'instant, différences culturelles entre, enfin globalement les pays européens et les États-Unis, c'est couvert avec les tests actuels. On a travaillé en Asie, ça s'est relativement bien passé, mais on n'a pas eu l'occasion de creuser vraiment si on avait des biais particuliers. Mais en tout cas, pour l'Europe, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Camille. Désolé Sylvain, là avec les problèmes techniques, on va pas pouvoir continuer à partager sur ton témoignage. Il nous reste 5 minutes, donc je vais en profiter pour faire les quelques annonces de fin et puis je te donnerai un dernier mot Camille, c'était super intéressant. Pas de webinaire la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le pont du 11 novembre. Je ne serai pas là. Beaucoup d'entre vous ne seront pas là, donc on n'a pas de webinaire. Mais on se retrouve le 19 avec Nicolas Delinière, avec qui on travaille actuellement sur notre 4e livre de la collection des guides ultimes. Donc après Acquisition Strategy Design, après 3 méthodes marketing pour les RH que je remonte, et parce qu'on parlait un peu de RH aujourd'hui indirectement, et Customer Experience Redesign qu'on vous a présenté la semaine dernière et qui est sorti il y a 2 semaines. On va sortir en février Q2C Selling et donc le 19 en avant-première
On va vous partager le manuscrit, vous présenter comment il fonctionne et aussi vous proposer d'être relecteur du manuscrit. Et pour ça, donc je vous ai fait le lien là actuellement autour de nos talks et de notre planning de webinaire. Non, j'ai pas fait le lien. Je vais faire le lien. J'ai pas appuyé, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de nos webinaires sur 1minute30.com/webinaire. Et je vais vous partager aussi maintenant notre forum, alors qui pour l'instant est sur Google Doc, et sur lequel vous pourrez retrouver déjà en avant-première ce bouquin Q2C Selling, le manuscrit. Vous pouvez intervenir dessus en tant que commentateur. Si vous pensez qu'on a oublié des choses, si vous voulez enrichir ce bouquin, on vous le donne en accès participatif avant. Autre petit sujet, on n'a pas de sondage de la semaine pour la semaine prochaine, vu qu'il aurait fallu faire un sondage de 2 semaines, et ça, on n'a pas encore fait, et on l'a pas anticipé. Mais j'ai quand même envie de vous partager un post que j'ai fait sur LinkedIn cette semaine. C'est une vidéo sur l'empathie qui est hyper intéressante. D'ailleurs, je t'invite aussi à la regarder, Camille, parce que j'imagine que l'empathie fait partie des critères, je crois, du premier post sur l'observation et la perception. Cette vidéo est assez impressionnante. C'est une vidéo que j'ai découverte à travers une formation de Seth Godin, que je suis, le marketing webinar, et qui dénote vraiment le pouvoir de l'empathie, y compris en marketing, si on veut bien comprendre nos clients, bien comprendre leurs émotions, venir les toucher au bon moment pour les faire changer et pour leur permettre d'adopter un produit ou un service. L'empathie est quelque chose d'hyper important, et c'est important aussi dans le travail. Voilà, je suis désolé Sylvain que ça n'ait pas marché, et je te donne le mot de la fin, Camille. Merci, ouais, merci Gabriel. Ben, en fait, moi, ce que je voulais dire, et puis du coup, j'espère que ça rebondira un petit peu sur ce qu'on a entendu de ce que commençait à dire Sylvain, c'est que il y a donc sur la diversité, l'inclusion et la marque employeur, il y a vraiment ce sujet de trouver un juste équilibre entre la communication et les actions concrètes. Et on voit là de l'exemple que donnait Sylvain, un endroit où l'employeur possiblement s'est pris un peu les pieds dans le tapis entre ouais, on a envie de faire plein de trucs, on va dire qu'on fait plein de trucs, et puis en fait, ils étaient peut-être pas prêts à faire ce qu'il fallait. Donc, je reste sur ma slide de 1 minute 30 plus gauche à bas sur le fait que la diversité et l'inclusion, il faut en parler, c'est important d'avoir de communiquer et de l'intégrer dans son travail de marque employeur. Pour montrer à ses employés, pour montrer à ses prospects, à ses candidats qu'on a envie qu'ils viennent. Et c'est important de mettre en place des outils concrets pour que la diversité vraiment fleurisse dans l'entreprise. Et j'ai bien noté que dès qu'on a l'offre PME, on te l'envoie, Gabriel, parce que il y avait pas mal d'intérêt dans le chat. Et merci beaucoup à tous et toutes pour votre écoute et vos partages. C'était vraiment super. Et merci, Gabriel, pour l'invitation. Petit mot, dans notre bouquin 3 méthodes marketing pour les RH, quand on parle de marque employeur, on vient toujours, et pour étayer la communication, on vient toujours chercher preuve à travers les actions. Et ça, c'est extrêmement important pour nous sur des sujets de marque, que ce soit marque employeur ou même des positionnements de marque, de définition de valeur, de raison d'être. S'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas de concret, s'il n'y a pas d'action, comme tu l'évoques, on communique pas. Et en particulier sur des sujets comme cela, et des sujets de marque employeur où le retour de bâton des collaborateurs peut être beaucoup plus rapide que celui des clients, il faut toujours étayer sa communication sur des choses qui sont réelles, concrètes, et effectivement des outils comme le tien permettent de passer à l'action sur ce sujet de la diversité de façon forte et claire, et de justement être non discriminant. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines avec Nicolas. Merci pour tous vos échanges. On était sur quelque chose de très participatif et j'en suis ravi. À très vite. Et puis, si vous voulez cliquer sur notre forum Google Doc avant qu'on fasse un vrai forum et aller chercher le lien et commentateur du livre, vous pourrez en parler avec Nicolas dans 2 semaines. À très vite. Merci à tous. Merci, Salut. Au revoir. Merci.